Bonjour à tous, merci Élise. On a la lourde tâche finalement de tenir le temps dans un premier temps, effectivement. Et puis, je suis ravie d'être là et merci pour m'avoir invitée finalement pour l'animation de cette table ronde. Donc, sur un sujet alors, qui m'intéresse beaucoup et qui nous intéresse tous beaucoup, je pense, hein, le PROMS, les PREMS, et avec, je pense, un panel de contributeurs de qualité et avec des visions, je pense, très complémentaires. Et donc, je pense qu'on va avoir des échanges très riches. Je vous invite peut-être à monter sur scène. Et puis, on va faire un petit tour de table rapide pour vous présenter chacun. Allez-y. Allez-y, allez-y. On essaie de pas... On va faire tourner sinon le micro. On fera tourner... Je vais peut-être rester debout, moi, comme ça je peux le... Je fais le... Voilà, super. Très bien. Et donc, je vous propose de commencer le tour de table, de vous présenter chacun. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Donc, je suis Étienne Mainviel, je travaille à l'École Polytechnique comme enseignant-chercheur en sciences de gestion. Je travaille également à Gustave Roussy, où j'ai travaillé sur le projet de télésurveillance Capri qui a inspiré en partie Résilience. Et j'essaye de voir les proms et les prems sur le terrain. On a fait une revue littérature aussi sur les initiatives internationales il y a 1 an, qui a été publiée dans Health Policy et dans Annals of Oncology. Alors, rebonjour. Tout à l'heure, je m'étais déjà présentée. Claude Ganter, je suis patiente partenaire depuis 3 ans sur le terrain du service d'oncologie médicale à Mondor. 3 ans d'observation du côté des patients sur donc l'application de suivi télésurveillance OnConnect. Et j'ai été amenée aussi à piloter avec l'équipe le programme Reconnect. Donc, j'ai expliqué tout à l'heure pour ce public plus vu du côté de la vulnérabilité. Et par ailleurs, j'ai rejoint récemment l'équipe à Total Lieu Innovation, dans l'équipe de Nicolas Castoldi. Moi, c'est Philippe Jean Bousquet. Je suis directeur à l'Institut national du cancer. Je dirige une direction qui s'appelle l'observation, les sciences des données et l'évaluation. C'est donc une direction dans laquelle on traite plein de données dans tous les sens. On fait de l'évaluation, que ce soit de la prévention à l'après-cancer et avec tous les éléments entre. On travaille aussi un petit peu sur les systèmes d'information, enfin des sujets qui peuvent être en lien avec la thématique d'aujourd'hui. Et de formation, je suis médecin de santé publique. Delphine Eke. Donc, je suis chirurgien des cancers de la femme. Je travaille à la clinique Saint-Jean-de-Dieu à Paris. Je suis aussi, je mène des travaux de recherche et j'ai mené des travaux de recherche dans le contexte notamment de la vie réelle, dans le cancer du sein et cancer gynécologique. Et j'utilise les PREMS et les PROMS. C'est des thématiques qui m'intéressent à la fois en tant que médecin pour prendre en charge des patients et également évidemment en tant que chercheur. Et moi, je me revoilà, toujours Mathias Béjean. Alors, je suis professeur des universités à l'UPEC et aussi chercheur associé dans le labo d'Étienne à Polytechnique. Et je suis spécialisé sur les méthodologies, les approches de l'innovation et en particulier centré utilisateur, des choses comme ça. Donc, d'où aussi l'intérêt dans le domaine de la santé pour les PREMS et PROMS, ces choses comme ça. Merci à tous. Je pense que tu peux garder le micro, puis on va les faire passer au fur et à mesure. Alors, je vous propose du coup d'animer, d'organiser cette table ronde en différents temps. Et on a trois temps, finalement, 3 questions, où l'idée est de passer un peu le micro et de vous laisser vous exprimer finalement sur différentes questions. Et la première question, c'est on parle des PROMS et des PREMS, effectivement, de ce que ça peut apporter. Je pense qu'on en est tous convaincus. Et peut-être un premier tour sur finalement, pour chacun d'entre vous, de ce que vous connaissez de votre expérience, qu'est-ce que ça apporte de nouveau en santé au sens large du terme. Alors, je ne sais pas dans quel sens on commence. Étienne, ça vous va? Bon, pour ne pas perdre de temps, mais je vais passer rapidement le micro. Alors moi, je tiens à dire d'abord que je n'ai pas d'enjeu commercial dans l'affaire. Je souhaite le dire au départ parce que je pense que c'est un sujet qui est quand même influencé par des enjeux commerciaux. Outre-Atlantique, notamment avec la Value Based Healthcare de Michael Porter, qui a fait une campagne promotionnelle très importante. Alors, vous me voyez venir si je dis ça, c'est que je ne suis pas forcément totalement convaincu par la campagne promotionnelle. En fait, je trouve que le sujet est plus complexe, c'est-à-dire que il y a des choses très positives sur les PROMS et les PREMS, et d'autres où moi j'ai plus de réserves.
je tiens à dire aussi que, je répète, je l'ai fait sur les observations de terrain à Gustave Roussy. Moi, je suis médecin, et notamment dans le département des parcours. Et donc, on observe les patients pour essayer de comprendre vraiment, pour coller le plus à la réalité. Et on a fait une revue littérature sur le sujet. Alors, très rapidement, les PROMS et PREMS, il y a quelque chose qui est totalement acquis, c'est que ça vient de la recherche clinique, et que dans la recherche clinique, ça a une utilité reconnue, importante. Ça a été une dimension supplémentaire, de mon point de vue en tout cas. Après, c'est dans les soins courants, l'utilisation des PROMS et des PREMS. Moi, j'en vois 3. J'en vois une qui est le suivi personnalisé avec de la télésurveillance, que ce soit Résilience ou Connect. Là, moi, je pense que c'est vraiment très bien parce qu'il y a quand même un chiffre qui circule. Moi, je ne sais pas comment on l'a calculé, mais 80% des patients avec cancer ont un temps en dehors de l'hôpital. Donc le suivi à distance est vraiment fondamental. Et de ce point de vue-là, d'avoir un PROMS ou un PREMS personnalisé qui permet d'avoir à la fois un suivi personnalisé, c'est-à-dire de poser des questions, on n'a pas besoin d'en poser beaucoup, mais des questions clés pour le patient. Et je dirais en complément pour le patient de pouvoir réagir avec le système, ça me paraît très logique. Là où j'ai plus de réserves, c'est, et je m'excuse, j'espère ne pas faire de faute de goût, mais par rapport aux agences publiques, l'utilisation qui peut en être faite en politique publique. C'est-à-dire que le PROMS et le PREMS peut être utilisé de 2 manières, soit dans des classements, ça peut être un indicateur de qualité comme un autre, qui est l'expression du point de vue patient, soit et où dans le paiement à la qualité, et notamment l'incitation financière à l'amélioration de la qualité, IFAC, en France. Bon, j'ai plus de réserves à ces 2 niveaux pour des raisons qu'on a un peu repérées quand même à la fois sur le terrain et dans la revue littérature. Le premier, c'est que le patient quand même, avec un atteint de cancer, il est souvent fatigué. Et ça peut paraître banal de dire ça, je m'en excuse, mais il faut se remettre dans son contexte, être sollicité avec des questionnaires régulièrement. Il y a un moment où c'est pas si évident que ça pour lui de répondre, et ça joue, c'est tout à fait normal de respecter cette fatigue. Et dans ce cas-là, ça joue sur l'exhaustivité, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément une vision très exhaustive du retour, ce qui est un problème sur une vision agrégée. Le deuxième, c'est qu'il y a des problèmes métrologiques. Nous, je ne vais pas m'étendre, mais on a accompagné pendant 13 ans le ministère et la Haute Autorité de Santé sur les indicateurs de qualité hospitalière, IFAC et autres. On a des problèmes, si vous voulez, quand on commence à faire de la comparaison inter-établissement ou inter-parcours, de standardisation, d'ajustement, comme on dit. Or, c'est quand même un point de vue subjectif du patient. Alors, on le contrôle, c'est sûr, mais quand on regarde la littérature, en fait, on n'arrive pas à contrôler tout de la subjectivité. C'est-à-dire que même sur la douleur, moi, je peux peut-être dire 8, parce que j'ai le sentiment d'avoir très mal et je suis un peu frileux sur la douleur, et peut-être que quelqu'un va dire 3, parce qu'il résiste plus. Alors, on peut essayer d'ajuster, mais on a beaucoup de mal sur ces sujets-là. Et donc, la comparaison peut être quelque part un peu délicate. Le troisième point, c'est il y a une infrastructure qui est quand même pas négligeable à développer au niveau des établissements. Si on veut par exemple faire l'interopérabilité avec le dossier médical, c'est des sujets qui sont, quand on est sur le terrain, en fait des défis, comme on dit, mais qui sont pas simples. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à avoir l'infrastructure qui permet de bien fluidifier. Et le quatrième point, c'est l'aide à la décision. C'est-à-dire que avoir un PROMS, par exemple, je sais pas moi, imaginons qu'il y a 78% de positifs sur l'expérience patient à Gustave Roussy et seulement 72% à Curie. Vous imaginez qu'est-ce que ça va déclencher comme impact. Or, en fait, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que c'est très dépendant des patients qu'on prend en charge. Et je ne suis pas sûr que l'information a une utilité fantastique. Donc, en conclusion, moi, j'aurais tendance à dire PROMS et PREMS, recherche clinique, bon, il n'y a rien à remettre en cause. Suivi personnalisé par les équipes de soins avec la télésurveillance, formidable. Dans les politiques publiques, et c'est un sujet à l'heure actuelle qui est d'actualité, il y a un rapport IGAS sur le sujet, on a été plusieurs à être sollicités, je me suis exprimé de la même manière. J'ai beaucoup plus de doutes parce que, pour terminer, attention, on a connu ça par le passé, les effets contre-productifs dans ces cas-là sont très néfastes pour les équipes de soins. C'est-à-dire que quand vous êtes mal jugé dans un classement ou que vous ne touchez pas la somme d'argent alors que vous avez fait des efforts consentis importants, quelque part, c'est évidemment une source de désillusion. J'arrive en deuxième.
Je le dis hein, quand même, je remplace Yannick Piot qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Donc depuis hier soir, je suis voilà, missionnée. Alors moi, je vais retirer un peu le fil rouge rapidement sur la partie du patient, ce que vous avez avancé tout à l'heure, sur cette fatigue, sur ce patient qui se retrouve donc derrière des questionnaires. Moi, je vais repartir de là, parce que c'est un sujet que je connais mieux. Effectivement, j'aimerais, juste avant de passer le micro, parce qu'on aura l'occasion de parler de plusieurs choses, j'aimerais, sur ce patient qu'on veut mettre en mouvement, qu'on veut reconnaître dans son autonomie, dans ce qui va être sur cette production d'informations. Effectivement, ce qui est formidable, c'est que là, ce n'est pas le médecin qui va donner via le médecin qui va faire un retour sur qui est le patient, qui sont ses patients, etc. Mais c'est le patient qui va être producteur direct de son expérience et de son vécu, et parfois aussi de ses savoirs. Même s'il ne sait pas que ce sont des savoirs, hein, ça va devenir des savoirs pour autrui. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important qu'il soit vraiment en direct sur des temps où aussi... il y a toute cette communication, certainement qu'on en reparlera tout à l'heure, comment se mettre ce mouvement en mouvement aussi devant un questionnaire sur la télésurveillance, qu'est-ce que ça va être, insister sur le sens, sa sécurité, et puis aussi à apprendre à se reconnaître à travers un questionnaire, à se connaître et à se reconnaître autour de l'auto-évaluation. Il y a beaucoup de choses à dire, je vais passer le micro, mais j'aimerais bien qu'on reste aussi du côté du patient, dans cet état de vulnérabilité, pas seulement faire un être encore plus vulnérable quand il va devoir être devant la décision avec honnêteté de répondre à un questionnaire pour être ce patient idéal qu'on recherche tous et qui doit être producteur de données. J'ai pris celui de ma voisine de micro. C'est toujours simple de passer, je vous plains, hein, quand vous allez arriver en dernier, après qu'on soit tous passés, ça va être complexe. Pour compléter tout ce qui a été dit et pas répéter, parce que ça ne sert à rien de reprendre tous les éléments, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'on change l'objectif. On n'est plus sous le point de vue du médecin, on n'est plus sous le point de vue du professionnel, on est sous le point de vue de la personne. Et ça, c'est super intéressant. Que ce soit en recherche, que ce soit en soins courants, que ce soit en tout ce qu'on veut, c'est extrêmement important parce que c'est ce que pense la personne. Alors après, l'évaluation, elle peut être bonne, elle peut être mauvaise, elle peut être ce qu'on veut, mais dans tous les cas, on a le ressenti d'une personne. Et ce ressenti nous sert pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Dans la recherche, ça sert, effectivement. Je peux prendre un traitement contre la tension, je peux regarder la baisse de tension, c'est très bien. Je peux demander à la personne est-ce qu'elle a mal à la tête. Elle me dit j'ai plus mal à la tête quand elle a une hypertension très forte, un peu mal à la tête, j'ai plus mal à la tête, elle peut dire ça va très bien. On ne sait pas du tout si sa tension est bonne ou pas, mais en tout cas elle a plus mal à la tête et elle est très contente. Donc on a un ressenti supplémentaire. On a quelque chose qui est important. On essaye un tant soit peu d'objectiver quelque chose qui est très subjectif. Parce que dire je vais bien, c'est super. L'exemple de la douleur en disant moi je suis à tel niveau sur une VA à échelle visuelle analogique, comment ça se passe, tout ça c'est important. Et donc les prompts, c'est ça que ça apporte. Ça apporte cette information. Après, c'est comment est-ce qu'on va l'utiliser, comment est-ce qu'on va la réutiliser, comment on va la comparer. Tout ça, c'est extrêmement important. Et je partage ce qui a été dit, dans le sens de dire qu'il faut faire attention quand on a une métrique, on ne peut pas tout faire avec. Et c'est pas le truc, enfin, c'est pas le Père Noël, hein, ça fait des choses. Mais il faut savoir l'utiliser, comment on l'utilise, à quel moment on l'utilise et pourquoi est-ce qu'on l'utilise. Mais ça va être d'autres questions qu'on va aborder après. Donc voilà, comme ça j'introduis la suite et c'est aussi sympa. Mais voilà, c'est des choses importantes. Et donc avoir le ressenti de la personne, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important et qui nous fait aller beaucoup plus loin. Merci. Oui, je trouve que, alors déjà, tout le monde est sûrement hyper connaisseur, mais on n'est pas revenu sur les définitions de ce que c'est que le PROMS et les PREMS, parce que ça peut paraître hyper clair, mais en fait, si on rentre dans le détail, c'est toujours un peu plus complexe. Je vais me permettre un résumé parce que je ne serais pas capable d'aller beaucoup plus loin, mais globalement, les PROMS, c'est les résultats, mais résultats au vu du patient, et les PREMS, c'est les expériences. Donc déjà, on décale un petit peu le curseur, effectivement, sur le patient, puisque les résultats du patient, comme disait Philippe Jean tout à l'heure, c'est pas la même chose que les résultats du médecin.
très concrètement, en cancérologie, par exemple, on va aller regarder la survie, des choses qui nous permettent d'orienter les traitements. Mais le résultat pour le patient, ça va peut-être être justement d'être sans douleur. Voilà. Donc, on décale un peu le curseur. Et un des intérêts que je vois très concrètement pour les patients, c'est de lisser, paradoxalement, c'est un peu contre-intuitif parfois, mais de lisser des inégalités. Parce que ces témoignages, cette parole donnée aux patients, elle n'est pas donnée de la même façon par tous les soignants. On a autant de médecins que d'êtres humains, ou de soignants que d'êtres humains, et on n'a pas tous le même temps en consultation et dans la prise en charge des patients. Et donc ce temps de parole qui est donné à l'expérience et au résultat, il ne va pas être du tout le même chez tous les patients en fonction des soignants qui vont les prendre en charge. Donc ça permet quand même de lisser en quelque sorte des inégalités, même si après... c'est un autre sujet, peut-être des difficultés d'utilisation, d'accès, de générer des résultats avec tout ça, etc. Mais en tout cas, l'idée, c'est que quand même, ça puisse lisser ces inégalités. Sur un plan plus personnel de chercheur, je suis complètement d'accord. L'intérêt est évident. Mais après, je pense qu'on viendra sur d'autres points sur les PREMS et les PROMS que peuvent être les difficultés à les utiliser, etc. Et ça, je pense qu'il y a un vaste sujet, parce que justement, tout le monde est assez d'accord pour dire que c'est très, très intéressant en recherche clinique, mais il y a le quid de la pratique, c'est certain. Voilà, déjà pour cette première étape. J'ai la charge de clôturer ce premier round. Alors moi, je ne suis pas médecin, donc j'ai une oreille, j'apprends aussi des choses, j'écoute comment les praticiens réagissent par rapport à l'intérêt et la valeur qu'on peut avoir les PREMS ou les PROMS. Personnellement, c'est vrai que ce que j'y vois, venons donc de quelqu'un qui étudie les processus de conception, de co-conception, d'innovation, des choses comme ça. C'est vrai que j'ai l'impression qu'on est bien dans ce mouvement de l'écoute de la parole des patients qui a été soulevé tout à l'heure dans le public. L'idée d'aller vers un patient plus acteur et donc d'avoir des raisonnements, des modes de travail plus, on appelle user-centrique. Et c'est vrai que du coup, cette approche-là me paraît aller dans un sens intéressant. De même que de passer de la notion de satisfaction, qui était quand même une approche assez restreinte. Vous avez vu votre livret d'accueil, est-ce que vous êtes content, est-ce qu'il fait bien chaud? Je ne dis pas que ce n'est pas utile, mais c'est quelque chose qui parfois est un peu restreint à ouvrir à une notion d'expérience. Voilà. Après, une fois qu'on a dit ça, on va aborder les difficultés, parce que c'est vrai que c'est comment on va pouvoir l'objectiver. Et puis peut-être rajouter aussi quelque chose qu'Étienne Manviel a commencé à introduire, c'est la question des niveaux, c'est-à-dire le niveau micro de la relation clinique ou d'accompagnement de soins, le niveau méso qui serait les organisations, qu'est-ce qu'elles en font autour, à la fois pour peut-être repenser le parcours, les liens entre hôpital-ville, les choses comme ça, là ça peut être intéressant. Et puis le niveau macro des politiques publiques, où c'est vrai que là on peut avoir des usages qui peuvent être parfois, peuvent poser des questions, on a bien entendu. Voilà. Alors c'est bien parce que moi j'ai juste le rôle de synthétiser, donc c'est pas mal. Et en fait il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, qui ont été abordées. Alors si je reprends un petit peu, effectivement on a parlé d'utilité pour la recherche clinique, on a parlé effectivement de suivi personnalisé au niveau micro pour les patients, mise en mouvement, le patient qui devient sachant finalement, qui a quelque chose à partager, qui a des connaissances et donc voilà. Et puis l'importance d'avoir des données un peu supplémentaires en termes de ressenti et d'objectivation, si on peut objectiver finalement un ressenti. Mais en même temps, tous, finalement, vous avez également souligné déjà quelques points de vigilance, quelques limites. Alors, on a parlé effectivement au niveau de la collecte finalement de ces données, de la fatigue, côté patient, effectivement. C'est des questionnaires qu'il va devoir compléter de façon répétée dans un contexte pas forcément facile. Il faut pouvoir maintenir dans le temps l'engagement et la motivation à compléter ce type de données. Ce matin a été évoqué effectivement aussi du côté forcément des équipes et des professionnels. Ça peut être une charge, il ne faut pas se leurrer. Si on ne prévoit pas finalement l'organisation, et on a bien vu que c'est pas juste un outil technologique, mais c'est aussi toute l'orga qui va avec. Donc voilà, on a parlé d'exhaustivité, de fiabilité des données dans la collecte des données. Donc on va voir, je pense que Philippe Jean aura beaucoup de choses à nous dire là-dessus, mais pas que. D'aide à la décision, qu'est-ce qu'on fait finalement de ces données-là pour en faire quelque part transformer en action derrière à différents niveaux, et on voit qu'au niveau micro on y arrive à peu près, donc au niveau du patient et de son suivi. Dès qu'on va aller toucher les niveaux plus méso et macro finalement au niveau des établissements et des institutions au sens plus large, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc voilà. Et puis enfin, dernier point mais non des moindres, ce qui est pertinent pour les professionnels ne l'est pas forcément
pour les patients. Et donc, rien que dans la conception de ces PREMS, ça pose la question, et donc tu l'évoquais Mathias aussi, et moi c'est vrai que ça me tient beaucoup à cœur, de comment on les conçoit et qu'est-ce qui va être pertinent pour les patients, pour les équipes, et qu'est-ce qui va être faisable. Je pense que la question de la faisabilité dans la collecte et dans l'analyse, et dans le pouvoir transformateur, si je puis dire, ça, je sais pas, c'est pas très beau, mais ce qu'on va pouvoir en faire après la finalité est quelque chose d'important. Donc voilà, une fois que j'ai dit tout ça, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, et peut-être je propose un deuxième round. Alors, qu'est-ce qu'on va ajouter, mais peut-être cibler, si vous voulez, vous entendre chacun sur les points de vigilance, peut-être par rapport à ces éléments-là, encore une fois, de votre regard à vous et de votre expérience, en fait. On recommence dans le même sens. Ça marche. Bon. Donc, alors moi, je m'excuse parce qu'en fait, j'ai répondu aux 3 questions d'emblée. Je suis absolument désolé, mais parce qu'en fait, je vais répéter ce que je dis. C'est-à-dire, moi, je pense qu'il y a des problèmes dans la perspective patient, comme ça a été dit, vous le direz certainement mieux que moi, de vraiment se mettre, il y a quand même un débat, je voudrais insister là-dessus, qui est assez intéressant, qui n'est pas propre à la santé, c'est qu'il y a une tendance très forte à dire à l'écoute d'eux, aller vers, etc. Mais c'est entre le discours et le passage à l'acte, il y a une hétérogénéité, si vous voulez, d'initiative. Et la grande difficulté, c'est vraiment de laisser le patient le plus autonome dans ses choix et ses décisions. Même les prompts, d'une certaine façon, c'est structuré. C'est-à-dire que c'est le savoir médical, je m'excuse de le dire, mais qui va structurer les questions qu'il va poser au patient. Pour les PREMS, par contre, c'est moins vrai. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est vraiment là le propos du patient. Donc il y a quand même ce sujet de la structuration. Je dirais qu'il y a le sujet de la collecte vraiment au quotidien et avec tout ce que ça représente, mais je vous laisserai, je suis sûr que vous en savez plus que moi, mais sur les biais de sélection, ceux qui répondent pas, c'est évident qu'il y a des questions. Ce qui est très intéressant, c'est ce que vous avez dit, je pense, nous on le voit, c'est le suivi dans le temps d'un patient. Si tout d'un coup il a une perte d'appétit forte 6 mois, en 3 mois, ou même en 3 semaines, c'est un signal qui est vraiment fondamental. Donc ça, c'est le premier point, les ajustements. Moi j'ai été très... Alors, c'est un débat qui est intéressant parce que c'est un débat aussi, sans être trop long, mais auquel moi j'étais confronté pendant des années, c'est les processus par rapport aux résultats. Donc, en tant que désirabilité sociale, tout citoyen, moi le premier, je préférais avoir des indicateurs de mortalité ou des indicateurs sur le résultat des soins qui sont donnés, en termes agrégés, sur les indicateurs. Le seul problème, c'est que il y a eu énormément de travaux qui ont été faits, je prends la mortalité parce que moi j'étais en plein dans ces débats. Il y a eu notamment des publications dans les plus grandes revues New England qui ont montré qu'en prenant les 4 méthodes les plus commercialisées au monde, les classements des hôpitaux variaient complètement. Donc on n'arrive pas à contrôler en fait, si vous voulez, ces indicateurs de résultats. Donc moi j'insiste là-dessus parce que l'effet est très contre-productif sur la mortalité, ça pourrait être sur les prompts. Il y a eu par exemple une polémique qui date maintenant à Bristol en Angleterre. C'était des équipes de chirurgie cardiaque qui prenaient des patients très sévères. Donc forcément il y avait un taux de mortalité plus élevé. Ils ont été pénalisés par le système, alors même qu'en fait ils sauvaient sans doute beaucoup plus de vies marginalement que d'autres services. Donc, il ne faut surtout pas se retrouver dans ces situations. Le troisième point, je m'arrêterai là, on n'a peut-être pas parlé, mais c'est le feedback vers les patients. C'est-à-dire que trop souvent, on est pris avec beaucoup d'intentions louables, mais on oublie en fait de communiquer l'intérêt de la démarche au patient et ce que ça veut dire pour lui. Alors ça ne veut pas dire de le faire d'une manière trop lourde, mais je pense que c'est un vrai enjeu. Alors sur cette démarche, justement, on reste souvent sur le côté patient. Pour lui, sa vision reste dans quelque chose de micro. Donc c'est lui dans son parcours de soins. Il ne voit pas au-dessus sur ces données, comment elles vont analyser. C'est un peu une boîte noire pour lui. Il faut quand même dire qu'il reste vraiment focalisé. Et lui, derrière, qu'est-ce qu'il voit ? Généralement, on lui explique aussi que ça va être quelque chose, un lien qu'il va garder hors les murs de l'hôpital. Et j'insiste beaucoup sur tout ce qui est développement ambulatoire, tout ce qui est développement aussi de ce mouvement d'une spatialisation des soins qui arrive de plus en plus à domicile, où en fin de compte, les opérateurs arrivent de plus en plus dans la sphère privée
du patient. Et là, c'est avec, non pas une injonction, mais on veut absolument lui expliquer les bénéfices. Et puis, parfois, on passe vite sur le sens. Le sens, c'est sécurité, voilà, on a besoin que vous, par rapport aux alertes, effets secondaires, on reste sur un discours qui est quand même assez concret, quoi. Voilà. Alors que derrière, il y a tout un pan qui peut intéresser la recherche, mais on n'en parle pas forcément aux patients. J'ai posé la question, et si on allait plus loin par rapport à dans le temps du consentement, quand le patient conscient à répondre à un questionnaire ou consent à être dans une étude. Et puis, toute cette partie un petit peu de cette... comment on idéalise un petit peu ce patient. Je l'ai dit tout à l'heure, sur ce patient idéal. Voilà. Et moi, je mets un petit peu... je porte une attention aussi sur ces questionnaires. Est-ce qu'ils sont parfois trop longs? Ils sont parfois sur la discordance entre l'attente des patients et l'attente des équipes médicales à travers un questionnaire. Et puis, la façon dont le patient va lire les mots. Je réinsiste beaucoup sur la question de littératie. Et là, on ajoute plus illittératie. Ça, c'est vraiment des choses... Je pense qu'il faut passer un peu de temps aussi sur l'accompagnement du patient au début d'une remise, d'une proposition, parce que le patient doit garder sa liberté, c'est sûr, mais cette liberté avec le remboursement, avec toutes ces questions-là, est-ce qu'on ne va pas pousser de plus en plus sur cette injonction au patient de dire bon, vous devez aussi prendre la télésurveillance, voilà, si c'est quelque chose qui fait partie du package pour être ce patient idéal et bien suivi et ce patient qu'on veut vertueux, bien sûr. En fait, la première limite, moi, que je trouve au PREMS et au PROMS, c'est juste répondre à la question pourquoi faire. Parce qu'on peut poser énormément de questions à tout le monde, professionnels, patients, personnes, proches, enfin tout ce qu'on veut. À son boulanger, si on veut, il n'y a pas de problème, on peut lui poser plein de questions. Mais la question, c'est pourquoi faire? Et en fait, une fois qu'on a répondu à ça, on a toutes les limites qui vont derrière. Je fais une étude, une recherche clinique. Je peux utiliser un questionnaire de qualité de vie où il y a 50 questions. La personne, elle sait qu'elle va rentrer dans une étude, elle a accepté de rentrer dans une étude, tous les biais potentiels de pourquoi cette personne n'est pas une autre, etc. Bon, là, je ne vais pas tout refaire, mais elle rentre dans l'étude, elle est d'accord de répondre aux 50 questions. Je prends le même questionnaire, je le mets en salle d'attente, en dehors d'une étude, en vie courante, qui va répondre à 50 questions, à la queue leu pour ça. Et là, un truc qui est super, ça devient un cauchemar. Donc, il faut bien savoir pourquoi on pose les PREMS et les PROMS, pour quelle personne, à quel moment on le fait, et en fonction de ça, on aura les limites de chacun des éléments. Tout à l'heure, j'entendais une limite qui parlait des personnes âgées, en disant comment elles font pour répondre sur leur application, etc. Est-ce qu'elles répondent bien ou ne répondent pas, etc. Moi, je connais une application qui marche bien. Et en fait, la question, c'est les personnes qui sont les proches, qui vont aider les personnes âgées, régulièrement, tous les jours, et on leur pose une seule question. Et on ne la pose pas aux patients, on la pose aux proches. Comment va la personne aujourd'hui? Une EVA 0,10. Et la personne, elle cote en disant aujourd'hui elle va bien, elle ne va pas bien, elle met un numéro sur ça. Et on s'aperçoit qu'avec juste ce petit truc-là, quand il y a une variation du score, on peut prédire le fait que la personne va pas bien ou va bien. Et voilà, c'est un petit truc qui peut être tout simple, la reproductivité, la fiabilité, on peut en parler pendant 20 ans, mais c'est des questions simples, et là, c'est de la vie quotidienne. Maintenant, est-ce que dans un essai clinique, c'est suffisant? Je ne suis pas sûr. Mais ça peut servir pour tout un tas de choses. Et la deuxième limite qu'on porte souvent sur les PREMS et les PROMS, c'est l'absence d'information, qui en fait est une méga information. C'est l'opposé. Parce que si je vous pose la question à tous aujourd'hui en disant « est-ce que ça va bien ?» Tous ceux qui vont bien vont me dire oui, ils vont passer très rapidement sur la question. Tous ceux qui vont pas bien vont me dire ah ben j'ai mal au dos, j'ai ça, ça va pas, je boite, je sais pas quoi. Mais ils vont nous dire les choses qui vont pas bien. Si je repose la question tous les jours, tous ceux qui ont des problèmes, des difficultés vont le dire. Ils vont être sensibilisés à ça. Puis ceux qui vont bien, le premier jour je réponds, le deuxième jour je réponds, le troisième jour je réponds, le quatrième jour je réponds. Il y a un moment donné où on répond plus. Et puis le jour où on va pas bien, on répond.
Eh bien, ça aussi, c'est quelque chose qui est une limite à bien étudier, c'est que la non-réponse peut être une réponse. Et finalement, c'est peut-être que la personne, elle va bien, et que l'absence de réponse, ça continue comme ça. Ça peut ne pas être tout le temps le cas, mais ça peut être le cas pour tout un tas de choses. Et c'est des limites que l'on a très souvent et que l'on voit en disant « Ah, la personne n'est pas répondeur, donc je la supprime de l'étude ou je la supprime de la surveillance ou finalement, mon application ne marche pas, donc je ne l'utilise pas. » Si, peut-être que ça marche très bien, c'est juste qu'elle va bien, qu'elle n'a pas répondu. Voilà. Et donc, c'est plus ça pour moi, les limites. Après, on peut parler de beaucoup de choses, de limites méthodologiques, etc., ou de beaucoup d'autres points. Et une dernière limite, ça quand même aussi qui est importante, ça c'est un petit peu pour piquer tout le monde, c'est qu'on est fabuleux dans le monde pour refaire ce qui est déjà fait. On adore faire ça. Et changer ce qui est déjà fait en se disant que son questionnaire est meilleur que celui du voisin. Conclusion, quand on parle de partage de données, d'échange d'informations et de faire des études plus complexes, etc., on n'y arrive plus parce que personne n'a utilisé les mêmes outils, personne n'a utilisé les mêmes choses pour les mêmes points. Et conclusion, on ne partage plus. Et il y a énormément de connaissances à avoir en partageant l'information. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'open data, etc. Mais c'est super, hein, ça c'est une pique aussi. Hein. Je suis d'accord de partager les données du voisin. Mais quand vous demandez à la personne de partager ses données, il n'y a plus personne au rendez-vous. Et donc voilà, c'est des petites choses qui sont importantes. Et comme on parle d'application, comme on parle de numérique, comme on parle de digital, en fait, on génère énormément d'informations. Et c'est de savoir aussi comment est-ce qu'on peut faire pour partager cette information et comment on se met dans une situation où l'information peut être partagée. Et ça aussi, ce sont des limites que l'on a sur les PREMS et les BROMS. Moi, je voulais aborder quelques difficultés qu'ont les chercheurs en recherche clinique, justement, avec l'utilisation et un peu l'injonction d'utiliser des PREMS et des PROMS. Parce que lorsque vous avez une question de recherche clinique qui est fondée sur, j'en sais rien moi, le résultat d'une chirurgie ou d'une survie, etc., eh bien aujourd'hui, sur les appels à projets, lorsqu'on soumet des projets de recherche, on a quand même cette impression, en tant que clinicien-chercheur, d'injonction de ajouter en objectif secondaire des PREMS et des PROMS dans notre projet de recherche et que si on ne fait pas, eh bien, on va être moins bien évalué. Ça fait un peu partie des critères à cocher dans l'évaluation. Mais du coup, se poser la question, ça paraît simple comme ça, on pose des questions aux patientes, mais en fait, c'est hyper compliqué. On l'a vu, c'est-à-dire que d'abord, sur la création du questionnaire, effectivement, si on n'utilise pas un questionnaire qui a déjà été validé, on ne pourra pas tellement faire de comparaison. Si on ne peut pas faire de comparaison, ça a un petit peu moins d'intérêt. Donc ça, déjà, c'est un problème. Ensuite, quand on le crée, effectivement, il faut, comme un Living Lab, quoi. Il faut des gens qui sont spécialisés à la fois dans la prise en charge de la pathologie, il faut des patients pour pouvoir comprendre ce qu'on met dans le questionnaire. Il faut des spécialistes du domaine parce qu'en fait, analyser derrière des questionnaires, c'est hyper compliqué. Et justement, c'est le troisième point. C'est qu'une fois qu'on a les données, qu'est-ce qu'on en fait? Et effectivement, c'est à la fois qu'est-ce qu'on en fait, c'est-à-dire comment on les analyse. Et en fait, la métrie pour analyser un questionnaire, c'est hyper compliqué. Hein, des validations internes, il y a plein de méthodes statistiques très complexes qui nous permettent d'aboutir à un résultat et qui ne sera exploitable que si justement on a un questionnaire qui est déjà validé. Donc c'est une vraie science, à la fois dans la mise en place, le choix d'un questionnaire et dans son exploitation derrière sur les résultats. Donc en fait, ça paraît simple comme ça de se dire on va demander aux patients ce qu'ils en pensent. Ça paraît un passage un peu obligé quand on monte un dossier de recherche clinique, mais à mettre en balance, qu'est-ce qu'on va en faire effectivement, comment on va l'exploiter, et parce que dans tous les services où on mène des projets de recherche clinique, il n'y a pas forcément des gens compétents dans ce domaine-là pour ensuite analyser les résultats. Donc c'est vraiment un point hyper important, je pense, à soulever. Donc l'utilité en recherche clinique, oui, c'est sûr, mais voilà, sous quelle modalité et quelles sont les possibilités derrière d'évaluation et d'exploitation de ces données. Et pour rebondir, et c'est un peu la fin de ce parcours de recherche, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a réussi à avoir des données, donc effectivement, même dans les essais cliniques, hein, on n'a pas du tout 100% de retour de questionnaire. Moi, les essais cliniques de recherche clinique que j'ai menés, c'était effectivement des objectifs secondaires à chaque fois, les PREMS et les PROMS. Et on avait, alors souvent c'est des questionnaires répétés dans le temps, effectivement, parce qu'on est souvent dans un parcours en cancérologie, c'est pas quelque chose de très ponctuel qu'on évalue. Donc
on a peut-être, voilà, si on a de la chance, 70% de retour, parce qu'on a des arcs qui vont aller relancer les patients, parce qu'on va avoir une grosse équipe, parce que c'est une étude qui est financée par l'INCAR ou qui est coordonnée par Unicancer, donc des grosses machines derrière. Et puis après, sur le deuxième évaluation à 2 ou 3 mois, on va avoir 50%, puis à la fin, on a 10%. Et ça, c'est si c'est sur de la qualité de vie. Mais si derrière, on met un questionnaire sur, j'en sais rien, l'évaluation de la sexualité chez les femmes après un cancer du sein et une mastectomie, là, on aura beaucoup moins de retours. Moi, je travaille sur les données de la cohorte Constance et franchement, ces données-là, par exemple, elles sont peu remplies par les patients. Qui sont d'ailleurs pas que des patients, qui sont de la population. Donc c'est vrai qu'on a à la fois une difficulté pour créer un questionnaire, bien le choisir, le faire remplir, ça c'est certain, motiver les patients, parce qu'effectivement dans ces études-là, c'est de la motivation continue et on voit bien qu'il y a un peu un essoufflement et à la fois des patients, mais aussi des équipes qui vont relancer les patients pour le remplissage des questionnaires au fur et à mesure de l'étude, parce que quand on est à questionnaire 12 mois, entre-temps, il y a d'autres études qui se sont mises en place, puis les ARC et les infirmières de recherche clinique, elles ont aussi plein d'autres projets, et donc ils n'ont pas le temps. On sait bien qu'il y a des problèmes de personnel dans ces domaines-là aussi. Donc voilà, c'est une vraie problématique. Et ensuite, une fois qu'on a les résultats, si on a réussi à avoir assez de données qu'on peut exploiter, qu'on a assez de remplissage de questionnaires et de résultats, et qu'on a réussi à les analyser parce qu'on a un spécialiste, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le diffuse effectivement suffisamment aux patients? Et c'est souvent pas le cas. Après, il y a des exemples comme dans les cohortes Canto qui font des retours patients réguliers. Donc ça, c'est quand même super satisfaisant, je pense, pour les gens qui se sont justement embêtés, les patients qui se sont embêtés à remplir des questionnaires. Constance aussi le fait d'ailleurs. Vican, on sait bien qu'il y a eu une diffusion quand même large des résultats. Donc il y a des grosses cohortes comme ça où sur les PREMS et les PROMS, il y a un retour, mais ce n'est pas forcément toujours. Donc on voit bien que de l'élaboration du questionnaire à est-ce qu'il faut que je mette un questionnaire de PREMS et de PROMS dans mon étude parce que c'est obligatoire et que sinon je ne vais pas avoir mon financement pour mon étude de recherche clinique, à lequel je prends, comment je le mets, comment je l'analyse et comment je le diffuse, à chaque étape de ces PREMS et des PROMS, il y a quand même des questions qui se soulèvent. Je n'ai pas de réponse. Moi non plus. Beaucoup de choses ont été dites. Hein. Ça va, vous êtes encore avec nous? En fait, j'écoute et j'apprends plein de choses en même temps, donc c'est bien d'être à une table ronde, on apprend plein de trucs. Moi, ça me fait réfléchir. Alors bon, encore une fois, je suis pas médecin, pas praticien, mais c'est vrai que dans les sciences de gestion, qu'on partage aussi avec Étienne Mabiel ici, on a réfléchi quand même sur la question quand quelqu'un essaie de faire quelque chose à quelqu'un d'autre, en gros. Ça, on a des cours là-dessus, sur les comportements, sur le pouvoir dans les organisations, des choses comme ça. Un des acquis, c'est vrai, c'est d'avoir repéré qu'il y a 3 grands régimes un peu quand on est dans ce genre de situation-là. La première, c'est, par exemple, c'est l'obligation. On va forcer quelqu'un, c'est obligatoire. C'est la loi, c'est une prescription. Et donc, la réponse de l'autre, c'est soit je m'y soumets, je me soumets à ça, soit je m'y soustrais, donc je pars. Alors généralement, quand on veut que ça marche, il faut qu'il y ait une reconnaissance de la valeur de cette soumission, c'est qu'on gagne en protection. Donc si on perçoit dans cette soumission un gain, c'est même la notion d'État, on se soumet au contrat social, parce qu'on va être protégé. Quand ce contrat-là, ce pacte est rompu, qu'on a l'impression d'être en danger, on refuse de se soumettre. Je ne veux pas faire de grandes digressions sur la situation actuelle, mais c'est quelque chose de cet ordre-là. Et généralement, quand on met une technologie, on met des principes d'action dans ce régime-là, souvent ça cherche à accroître le contrôle et donc l'effet de soumission. Pour suivre, est-ce qu'on s'est bien soumis ou quoi? Donc on voit bien qu'ici, de la télésurveillance ou des PREMS, des PROMS, toutes ces choses-là ont forcément d'ailleurs une dimension d'accroissement d'un contrôle sur quelque chose et donc un risque de moins faible soumission, voire soustraction, qui est évoqué quand on part carrément des cohortes, on en a marre. Un autre régime, c'est celui, alors là on n'est pas dans le contrôle, c'est celui de l'incitation. C'est l'idée qu'on va être plutôt sur le modèle de win-win. Toi tu vas gagner un truc, moi aussi, et donc c'est plutôt la transaction cette fois-ci. Et donc on va viser à essayer de faire quelque chose parce que la personne va y gagner un truc. Et elle le perçoit. Ce qu'on a vu par exemple
dans l'exemple de résilience, c'est quand elle va sur le site pour remplir le questionnaire, elle gagne aussi des tutos, pleine conscience, TCC, enfin des choses comme ça. On essaie et ça s'est vu dans pas mal de politiques publiques en général, hein, pour les déchets, l'incitation fiscale, si vous triez. Alors ça peut créer à chaque fois des effets pervers, hein. En l'occurrence, dans ce cas-là, sur les déchets, j'avais observé ça, moi, c'est que les gens, il y avait des incitations, elles venaient pour ceux qui triaient, mais pour aussi les CIVOM, les organismes de tri, et ils allaient dans les communes où ils étaient payés plus. Donc tous les déchets, ils récupéraient pour se faire payer. Donc il peut y avoir des effets pervers partout, hein. Et puis la troisième, et ça renvoie peut-être à la place, pour le coup, du patient, c'est plutôt le régime de se sentir appartenir à quelque chose. C'est-à-dire qu'on y va et on donne, on est content en fait de participer. Et probablement que le premier élan du patient, quand il a envie, oui, il va y aller, il va donner, mais alors il a besoin d'être reconnu. C'est-à-dire que s'il rentre dans cet échange-là, qu'il n'y a pas de reconnaissance de ce don, qui se sont instrumentalisés à la fin et qu'on lui ramène des logiques soit de contrôle, donc il faut, si tu le fais pas, c'est pas bien, de rappel, enfin, dans le ton même, hein, et dans ce que tu évoquais, Étienne, le cadrage des questions, la structuration, s'il ne ressent pas cet espace plutôt d'une communauté ou quelque chose qui n'est pas forcément entièrement symétrique, hein, puisqu'il y a une asymétrie, il y a bien des experts, mais ils ont des savoirs. Et donc s'ils ne se sentent pas reconnus dans les savoirs qu'ils portent, dans ce qu'ils veulent et du sens qu'ils donnent à ça, ou des moments de fatigue qu'ils peuvent vivre, alors c'est vrai qu'il risque d'avoir une rupture et une soustraction à cette logique de participation, de don de contribution. Donc on voit, pareil, je mets des mots, hein, sur ce que je perçois là avec mon propre background, mais je ne cherche pas à amener des solutions. Par contre, de se dire, voilà, il y a ces trois grands idéotypes, hein, et qu'on y sont toujours un peu mêlés et qu'ils ne renvoient pas au même ressort, ça peut être intéressant peut-être pour la suite. Bon, bah c'est bien. Alors là, par contre, ça devient un peu plus compliqué, hein. Alors, donc voilà. Je n'ai pas la prétention de résumer ce qui vient d'être dit. On est bien d'accord, hein. Mais du coup, quelques éléments que je reprends. Donc, ce qui était dit finalement, effectivement, ça soulève des questions / difficultés, en tout cas des questions, des points de vigilance. Finalement, à chacune des étapes, hein, de la conception de ces proms finalement jusqu'au bout. La conception, ce que je retiens effectivement, c'est que de plus en plus, et je partage complètement finalement. Côté finalement professionnel au sens large, hein. On a cette injonction de mettre des proms et prems, mais ça se fait pas comme ça se sort pas du chapeau finalement. Et voilà, ça demande effectivement une rigueur méthodologique qui va bien, qu'on va peut-être aborder dans le troisième temps, mais voilà, ça demande des experts, on va dire ça comme ça. Ça demande aussi côté patient finalement d'avoir, ça avait déjà été évoqué, des proms, des prems qui font sens pour eux d'une part, et puis d'éviter l'effet boîte noire. J'ai entendu ce terme d'effet de boîte noire, aussi à quoi ça va servir. Donc, là, on rejoint finalement le après dans l'analyse et dans ce qu'on retourne, on renvoie finalement aux patients sur ce qu'on en fait, à quoi ça va servir, à quoi ça a servi. La question, alors j'ai bien aimé aussi la question, enfin tout, hein, mais de la fiabilité, des qualités métriques finalement, des indicateurs, de la reproductibilité et autres. Et j'ai bien aimé la remarque qui était de dire, oui, évidemment, mais ça pose aussi la question de la finalité et du pourquoi on les recueille, en fait. On est en recherche clinique ou autre, bien évidemment, c'est central. Après, il y a aussi la question, parfois, au quotidien, rien que le fait d'avoir sur une UVA un aidant qui va venir effectivement positionner... est-ce qui va bien, est-ce qui va pas bien et à quel point, ça permet aussi d'agir. Donc encore une fois, ça renvoie ici à la question du pourquoi faire finalement et à quoi ça va servir. Donc voilà, donc dans la collecte, effectivement, éviter l'effet boîte noire, le côté patient idéalisé, vertueux, et donc bien les écouter, tout le travail pour le suivi et autres de collecte. Là, dans l'analyse, le partage des données, et aujourd'hui on sait que c'est le nerf de la guerre, hein, enfin c'est un des nerfs de la guerre, la diffusion aux patients, et puis le problème des indicateurs et dans ce qu'on fait des indicateurs, ça a été souligné. Et donc, pour reprendre là, Mathias qui du coup élabore un petit peu et repose dans les cadres un petit peu. Pourquoi on va s'engager là-dedans, en fait, finalement? Est-ce que parce que on y est obligé, entre guillemets, finalement, et quelle reconnaissance j'ai à faire et pourquoi je me soumets, quel gain je vais en avoir, ou tout simplement parfois parce que j'ai envie de me sentir appartenir à quelque chose, quoi. Et peut-être aussi, dernier élément, tu as évoqué la question de contrôle, ça renvoie encore une fois à la question de la finalité. Moi, je parle de cheval de Troie à mes étudiants quand on est dans le déploiement des technologies de santé, et cette question, finalement, quand on déploie surtout des solutions numériques, finalement,
c'est quoi la vraie motivation derrière? Et bien souvent, les institutions, les entreprises peuvent s'en servir pour des motivations autres, en fait, pour mettre en place du contrôle ou pour différentes choses. Donc voilà, être vigilant aussi sur ces aspects-là. Et finalement, on tient plutôt pas trop mal le temps. Je suis assez fière de nous tous. Et du coup, on aborde peut-être le dernier point et peut-être vous écoutez chacun d'entre vous sur le ou les messages forts, clés à retenir finalement. Si on veut, c'est pas facile, je m'en rends compte. Mais du coup, peut-être pour avoir, alors je ne sais pas comment l'appeler, mais une stratégie efficiente, réaliste, pour que ça puisse fonctionner. C'est quoi un peu les 2-3 messages forts à retenir? Moi, je crois que j'ai été assez clair. C'est-à-dire la recherche clinique, rien remettre en cause. Le suivi personnalisé, je pense que c'est le... Alors, oui, et je vais revenir dessus pour terminer sur une note positive. Et attention sur les données agrégées des PROMS et des PREMS sous forme de classement, d'indicateurs ou de paiement à la qualité. Sur le suivi personnalisé, je voulais terminer juste sur un point. Je pense qu'on vit une époque assez où il y a un virage quand même très fort et les PROMS sont assez emblématiques. Et c'est Mathias qui souvent éclaire un peu mes visions. On est effectivement, l'outil en lui-même est présenté, on a un discours qui est toujours présenté sur aller vers, l'écoute, etc. Mais en fait, dans les faits, tout est possible. C'est-à-dire que ça peut être un outil de contrôle, comme ça peut être un outil, effectivement, qui est vraiment une expression libre. Alors c'est très intéressant parce que je ne sais pas vous, mais moi, par exemple, je suis maintenant harcelé sur mon smartphone avec les fenêtres, les pop-up, les cookies, les trucs, les machins. Et ça devient une sorte de tyrannie, quand même, du monde moderne, au nom de la modernité. C'est-à-dire qu'on a un problème de cette nature qui dépasse complètement les prompts. Mais la question, c'est de savoir, dans le cas des prompts et des prems et de ces relations numériques, où on va. C'est-à-dire, est-ce qu'on va effectivement finalement accentuer paradoxalement la symétrie, c'est-à-dire un contrôle des soignants, avec un discours qui sera toujours très positif dans tous les cas, ou bien est-ce qu'on va vers une autonomie du patient qui n'est pas simple par ailleurs, parce qu'elle est subjective, elle n'est pas forcément toujours avec des sources d'expression faciles. Nous, on travaille sur la motivation, je voulais terminer là-dessus. On utilise les échelles de psychologie cognitive, on voit que l'autonomie décisionnelle du patient dans la suivi du traitement du cancer est un facteur déterminant. C'est-à-dire que le simple fait que ce soit lui, à un moment qu'il soit en position, et c'est Arjo ce que tu dis, de prendre son traitement, c'est pas du tout la même chose que si c'est un médecin qui lui dit « attention, vous avez une perte de chance, etc. » On essaye la neuro, mais je m'arrête là, mais pour vous donner quand même des perspectives, comment on essaye de développer. On voit bien que dans la neuropsychologie actuellement, il y a des tentatives pour avoir une théorie en fait au niveau du cerveau qui explique que quand on a ces formes de motivation, on déclenche de la dopamine. Je trouve ça assez fascinant et que effectivement, c'est vraiment prouvé chimiquement que quand on est en position d'autonomie, on est beaucoup plus efficace dans l'action qu'on va mener. Donc, très intéressant, merci beaucoup. Donc, si j'avais 2-3 messages à faire passer, c'est qu'en fait, il ne faut pas reproduire une certaine verticalité qu'on a bien connue à un moment, où même si on pense mettre ce patient actif et plus passif, attention à comment on le met actif, sous prétexte qu'il va être, oui, acteur, meilleur acteur de sa propre santé, partenaire de ses propres soins, etc. Enfin, on est vraiment dans cette logique-là. Je pense que c'est des points d'attention vraiment sur des questions éthiques aussi, comment sont construits les questionnaires, qu'est-ce que la finalité, tout ça, c'est pourquoi. En fait, le patient, lui, il va partir de ses besoins et de voir s'il y a du bénéfice. Restons aussi... C'est pour ça qu'aussi, bien connaître ses patients, les patients, etc., à un moment donné, sur la construction des outils, ce qui a longtemps été plutôt entre, sur le soignant et l'industriel ou l'éditeur, etc. Non, il faut vraiment replacer, non pas un patient qui arrive au stade 2 ou 3 pour valider un questionnaire, etc. Je pense qu'il faut vraiment mettre aussi les patients autour de la table et dès le début. Ça, c'est pour moi, c'est pourquoi je suis là aujourd'hui, en tout cas. Oui, puis je voudrais juste dire aussi, tout à l'heure, j'ai parlé,
un petit peu sur ces changements, spatialisation des soins qui vient plutôt au domicile, etc. Et là, je m'aperçois aussi qu'il faut prendre en compte aussi ce patient avec des multipathologies qui ne sont pas forcément avec des questionnaires qui vont se multiplier pour lui. Et parfois, il va dire oui, mais cet effet secondaire ou cet effet indésirable, est-ce qu'il est lié à mon autre pathologie ou vraiment au médicament? Enfin, pour le patient, ça devient parfois un peu compliqué aussi. Hein. Il est devant toutes ces solutions qui lui arrivent. Et j'aurais beaucoup de choses à dire, mais je passe mon micro. Alors, la première chose, c'est, si on fait les messages pour la maison, hein, le premier point, c'est oui, il en faut. C'est évident. C'est évident, mais il faut le dire, parce que quand c'est évident, à certains moments, c'est tellement évident qu'on oublie de le dire. C'est évident, il en faut. C'est important. Ça permet d'avoir une vision, d'avoir la vision de la personne, et pas d'avoir la vision du professionnel. Et ça, c'est très bien. Et j'insiste sur la vision de la personne parce qu'on a beau être malade à certains moments, on est quand même une personne avant tout. Et c'est important de se focaliser sur la personne. C'est comme quand on parle de l'hôpital, en fait on passe très peu de temps à l'hôpital, on passe la majeure partie de son temps en dehors de l'hôpital. Donc c'est vraiment de prendre en compte la vision globale de la personne. Ça c'est très important et donc il en faut. La deuxième question, le deuxième point que je dirais pour les messages de la maison, c'est répondre à la question pourquoi ? Pourquoi est-ce que je pose ces questions-là ? À quel moment je les pose ? Chez qui et pourquoi ? Ça, c'est aussi important parce que si on ne répond pas à cette question, on se plante. On ne met pas la bonne métrique, on n'a pas la bonne information, la personne ne participe pas, elle ne répond pas bien, elle se désengage, etc., etc. Donc il faut répondre à cette question, parce que si on répond bien à cette question, c'est ce qu'on peut poser après comme chose, et on sait où on peut aller ou ne pas aller. Ne pas oublier que la personne n'est pas un robot. C'est bien, on peut lui poser 2000 questions à une personne. Mais à un moment donné, on vit. Donc, on n'est pas là pour remplir que des questionnaires tout le temps. On n'est pas là pour arriver à une consultation où on se dit « Allez, ça y est, je vais être en salle d'attente et je vais avoir 25 questionnaires à remplir. » Ou alors, on m'a refilé une application là, de télésurveillance et je vais voir mon professionnel de santé pour lui dire que je n'ai pas rempli les 2 dernières semaines comme il faut. Et qu'est-ce qu'il va me dire et comment ça va se passer ? Ben, il faut aussi éviter ça, quoi. Ce serait peut-être bien, hein, ça, c'est d'éviter ça. Et une dernière chose, ça c'est pour ceux qui font passer justement ces questionnaires, qui utilisent des applications, etc. C'est n'oubliez pas que vous collectez énormément d'informations. On a parlé des petits trucs qu'on avait dans la poche qui collectent énormément d'informations sur nous. D'ailleurs, c'est fabuleux. Hein, quand vous prenez votre téléphone, vous faites énormément de choses. On sait où vous êtes allé, vous êtes tracé avec votre GPS, vous savez, vous répondez le nombre de pas que vous avez fait, etc. Quand on parle de données de santé, je dis rien, je donne pas. Alors j'ai une montre connectée qui donne ma pulsation cardiaque toutes les 30 secondes, mais alors là j'ai pas de souci, je l'envoie à la terre entière, pas de problème. Mais dès qu'on est sur les données de santé, on dit non, on ne partage pas. Et donc pour les professionnels qui collectent ces données de santé, pensez que vous allez les partager un jour. Et si vous pensez que vous allez les partager un jour, ça va vous faire énormément de choix par rapport à toutes les limites qu'on vient de dire. Parce que d'un seul coup, c'est qu'est-ce que je partage, pourquoi je le partage, comment je le partage, et puis ce que je vais partager, est-ce que c'est vrai, pas vrai, comment j'ai utilisé, etc. Donc toute la question sur les questionnaires qu'on utilise, pourquoi cela, pourquoi pas un autre, à quel moment, etc. On est obligé de se poser la question, grosso modo. Donc pensez à ça. Et le dernier point, si on veut que les gens participent, communiquons. On oublie tout le temps de communiquer. Moi, j'adore reprendre toutes les études dans lesquelles on a donné un petit papier au début à la personne en lui disant « Vous allez participer à cette étude, c'est super, voilà pourquoi vous participez. Et bien entendu, nous vous fournirons les résultats de cette étude quand ce sera fini, il n'y a pas de problème. » Et là, vous regardez le nombre de fois où vous avez une information claire, simple, compréhensible par le kidam, qui est présenté sur un site internet ou une newsletter ou dans un journal quelconque. Moi, j'adore le nombre de papiers où on me dit « j'ai fait un New England ». C'est super, hein, mais alors pour les 3/4 des personnes qui sont là, vous n'avez strictement rien à faire de savoir que ça a été publié dans le New England en anglais, que c'est payant et que vous n'avez pas accès parce que le langage, de toute façon, il n'est pas compréhensible. Donc, c'est bien de communiquer vers les personnes avec un langage simple. On n'est pas obligé de tout dire, il y a 200 millions de choses dans une étude, mais de le dire de façon simple. Ça a servi à ça. Et si on le sait à quoi ça a servi, on le fait.
on participe et on a le sourire quand on participe, même s'il y a 3 questions de plus. Donc voilà, ça c'est un petit message pour la maison, mais c'est valable pour beaucoup de trucs, mais voilà. Moi, je pense qu'il y a un lien à faire entre la première session et la deuxième session de cette matinée, parce que les PREMS et les PROMS, il y en avait avant que l'ère numérique soit complètement déployée, et du coup, et même maintenant, il y a encore des essais cliniques où c'est les attachés de recherche clinique qui récupèrent les questionnaires papier. Donc je pense que ce qu'on peut discuter ici, dans l'utilisation des données, dans la motivation du remplissage, tout ça, ça peut s'améliorer par ces outils numériques justement, à la fois parce que ça peut motiver les patients, que d'abord ça simplifie, c'est quand même plus rapide de cliquer sur des petits choix que d'aller remplir sur un papier. Il n'y a pas la gestion de retrouver tout ça, d'après d'aller remplir des bases de données, etc. Donc il y a quand même une simplification grâce à ces outils numériques. Et puis, ça permet d'être plus ludique probablement et de travailler avec les développeurs de ces outils numériques. Ça permet d'aller trouver justement des motivations, des solutions pour essayer d'avoir des taux de remplissage plus intéressants et des retours aux patients en fait. Parce que ces outils qu'on utilise pour recueillir les données, ils peuvent très bien être aussi un retour d'expérience. Donc, très probablement que l'outil numérique va nous aider à simplifier un certain nombre de questions qui se posent aujourd'hui autour de ces PROMS et de ces PREMS. Eh bien. Je vais essayer de dire un truc hyper compliqué pour embêter Sylvia. Non, c'est la synthèse. Non, on a fait un sacré chemin. J'étais en fait en train de réfléchir à chaque intervention. J'avais une idée de conclusion qui a changé tout le temps. Donc là, je suis tout perdu. Non, mais en fait, j'ai l'impression qu'en fait, dans ces PREMS et ces PROMS, finalement, il y a un aspect important qui est un conflit, alors j'allais dire de normativité, disons de normes. On voit que d'un côté, on vient normer et dire, jusque dans votre logiciel, pour avoir le remboursement, il fallait utiliser des questionnaires qui étaient acceptés, reconnus, validés. Donc il y a vraiment un effet de normalisation de ce qu'on appelle l'expérience, alors même qu'on est en train de dire qu'on veut l'expérience vécue par les gens, singulière. Et on voit bien qu'ici, il y a quelque chose qui est un petit hiatus, puisqu'on a une norme qui descend, donc plutôt l'hétéronomie, et puis on a parlé d'autonomie. Et il y a un autre médecin, philosophe, alors qui n'est plus parmi nous, mais qui s'appelle Canguilhem, qui avait, dans le Normal et le pathologique, abordé cette question de qu'est-ce que c'est que le vivant, qu'est-ce que c'est que la vie, sortir en vie. Une des composantes importantes, c'est ce qu'il appelle la normativité propre. C'est-à-dire on est capable, donc ça renvoie à l'autonomie, d'installer ses propres normes. Je vois Naël qui rigole, il dit « Ah, la philo arrive, il c'est l'heure de manger ». Mais non, mais c'est un point important parce que c'est vrai qu'en ergonomie, là, je parle à un ergonome, de professeur d'université d'ergonomie, va pas me contredire, mais cette possibilité qu'on a de pouvoir, dans ce processus dans lequel on est pris, ne pas se sentir progressivement enfermé dans un système de normes qu'on nous avait vendu, mais qui en fin de compte n'est pas celui dans lequel on peut se reconnaître, c'est un des risques. On voit bien que ce n'est pas tout le temps le cas, et on a vu plein d'exemples où on voit qu'on échappe en partie à ça, mais probablement qu'on peut progresser pour pouvoir intégrer cette dynamique de la normativité du vivant, de ce qui peut dire ce qui se passe en moi. Et en même temps, j'ai l'impression que d'un côté comme de l'autre, il faut accepter de perdre quelque chose, parce que justement, il y a une contradiction. C'est-à-dire que peut-être ne pas vouloir optimiser trop le contrôle qu'on a sur les patients, et peut-être du côté des patients ne pas attendre trop non plus de ces moments de reconnaissance, puisque il y a forcément quand même, je pense, une verticalité minimale, puisque on va voir un médecin parce qu'il est médecin ou un oncologue parce qu'il est oncologue. Donc il y a quelque chose de chaque côté, l'acceptation d'une perte aussi, et ça c'est quelque chose qui est de plus en plus dur dans nos sociétés. Alors on dit que accepter de perdre, c'est aussi accepter de donner, et c'est vrai qu'on a de plus en plus de mal peut-être à faire ça. Super, merci. J'avais prévenu. Alors, à nouveau, je prétends pas être exhaustive, loin de là, mais du coup, si j'essaie de reprendre avec ce que je viens d'entendre, et j'ai appris plein de choses aussi, et je pense que la première question vraiment centrale et qu'on a retrouvée tout le long de la table ronde et ce matin, c'est déjà le pourquoi, en fait, finalement. Le pourquoi on fait ça, pour qui, et pour en faire quoi à terme. Donc, je pense que pour moi, c'est le premier message pour la maison, effectivement, à retenir. La deuxième chose, et là, je rajoute, c'est on a entendu beaucoup de choses sur effectivement quand est-ce qu'on inclut le patient dès le début, qu'est-ce qu'on doit aller chercher, effectivement éviter la multiplication des questionnaires et bien prendre finalement la multipathologie des patients et autres
entre la faisabilité et la communication vis-à-vis des patients. Et là, peut-être le deuxième message, c'est aussi, et là je vais faire le lien quand même avec la table ronde, PROMS et PREM, c'est finalement le rôle que peut avoir un Living Lab là-dedans, c'est peut-être aussi du coup finalement dans la mise en place de cette méthodologie au sens large finalement, quand est-ce qu'on va inclure qui, comment, pourquoi, enfin voilà, je pense que ça c'est peut-être le deuxième message, en tout cas pour moi de ce que j'entends, et qui permet de répondre, alors pas à tout, mais en tout cas à pas mal de choses, et peut-être une ouverture, parce qu'il faut toujours une ouverture pour finir, mais c'est pas le plus facile, avant de passer aux questions, hein, bien évidemment, mais c'est il y a deux choses en fait, ce qu'Étienne a dit et puis et Mathias notamment, c'est pourquoi faire finalement on leur donne des outils, le côté norme, qu'est-ce qu'on recueille, vers quoi on les pousse finalement et quelle est la tendance de tout ce qu'on est en train de mettre en place et trouver, alors je ne sais pas trop comment le dire en fait finalement, mais le bon curseur entre qui accepte de perdre quoi et là où enfin moi c'est une de mes thématiques de recherche qui me tient beaucoup à cœur, c'est finalement je pense qu'il y a un changement de position du point de vue du patient et de ce qu'il est capable d'apporter dans le colloque singulier, dans la relation avec les professionnels. Il y a aussi un changement de position du point de vue des professionnels vis-à-vis de leurs patients, en fait, qui demandent à être réfléchis. C'est exactement ce que tu dis, finalement. Et comment c'est dur à dire. On co-construit, finalement, cette nouvelle relation, si je puis dire, entre les deux, finalement, pour avoir quelque chose qui soit, encore une fois, utile pour la pratique, le quotidien, mais aussi finalement pour faire bouger les lignes en termes de système de santé et autres, quoi. Enfin, c'est beau de dire ça, hein, c'est pas facile, mais je pense que c'est... voilà. Peut-être maintenant, je ne sais pas où on en est dans le temps, mais je pense qu'on n'est pas trop mal, je crois. Super. Ah, on me dit super. Et ben voilà, du coup, on a plein... Oh, mais oui, super. On a plein de temps pour répondre à vos commentaires ou questions, d'ailleurs, pas que des questions. Mais on vous écoute, la parole est à vous. Qu'est-ce que ça vous évoque? On les a achevés. Police les micros. J'avais une question très pratique, peut-être pour Delphine et l'ensemble de la table ronde, c'est quels sont les outils de collecte principaux que vous utilisez aujourd'hui? Et pour le contexte, moi j'ai découvert le monde de la recherche clinique il n'y a pas très longtemps en arrivant chez Résilience, et j'ai découvert le monde du papier, des fax, et même des envois sous pneumatique dans certains établissements, ce qui m'a fasciné. Donc je me demandais comment ça fonctionnait pour vous. Alors, c'est très dépendant, en fait. Ça dépend des structures et ça dépend, en fait, des structures de soins et ça dépend des études. Globalement, quand on monte une étude, on travaille avec un promoteur qui va organiser la recherche et prendre en charge toute l'organisation au sein des différents centres investigateurs, etc. Et qui va, du coup, planifier également ces aspects-là et ces recueils de données-là, que ce soit les recueils de données classiques ou les PREMS et les PROMS. Et en fonction des budgets aussi, et des structures qui vont inclure les patients, soit on part sur des données qui sont effectivement numériques, on appelle ça des ICRF, donc c'est des Case Report Form électroniques, donc ça c'est plutôt pour la partie non patient, mais sur lesquels peuvent se rajouter des modules. Il y a plein d'éditeurs différents de ces ICRF, c'est des choix institutionnels souvent. Il y a des choix en fonction du promoteur, il y a des choix en fonction du centre investigateur. Il faut mettre tout ça en coordination, donc c'est souvent assez difficile. Et après, il peut y avoir, alors heureusement, on a de plus en plus d'outils numériques via des applications qui permettent aux patients d'aller remplir eux-mêmes les données. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas du tout encore le 100% aujourd'hui, loin de là. Donc ce choix, en fait, il se fait en fonction des disponibilités dans les centres et des disponibilités des promoteurs et des budgets aussi qui sont alloués à tout ça. Donc voilà, il faut jouer avec tout ça. Oui, après la question, c'est la donnée de santé au sens large, votre question. Et c'est comment est-ce qu'on fait pour récupérer la donnée de santé? Il y a beaucoup de systèmes électroniques qui marchent déjà. Vous faites une radio, un scanner, etc. C'est déjà du numérique, on peut récupérer des informations. Vous avez énormément de choses qui se mettent de plus en plus dans l'espace santé numérique de la personne. On l'oublie, mais ça se fait de plus en plus. Les comptes rendus, un certain nombre de comptes rendus qui sont électroniques. En cancérologie, on essaye de structurer tout un tas de documents électroniques qui sont produits dans le cadre des soins. L'avantage qu'il y a d'utiliser un document produit dans le cadre du soin, c'est qu'on ne demande pas aux professionnels de faire un travail supplémentaire.
On récupère une information qui est déjà là. Vous avez beaucoup d'informations aussi qui sont recueillies grâce au téléphone ou aux autres systèmes. Là, vous avez le SNDS, le Système national des données de santé, qui se développe et voilà, on a une plateforme, on a 10 millions de personnes dedans, avec les données du SNDS dedans. Donc, ça permet de faire énormément d'études. On ne fait pas tout et n'importe quoi, mais on peut faire plein de choses avec. Et enfin, voilà, il faut... Aujourd'hui, la question de comment on recueille la donnée, c'est plutôt comment on va chercher la donnée là où elle est, en essayant de ne pas rajouter des couches supplémentaires. Et c'est ce qu'on a tous tendance à vouloir faire, c'est rajouter une couche supplémentaire. Et ce qui fait qu'à la fin, on n'a pas la donnée. Mais c'est essayer de tout faire pour ça. Après, elle ne répond pas à tout non plus. Hein, donc, il faut trouver le bon intermédiaire entre tout. Je peux rajouter juste une chose, c'est que sur les données numériques, on a quand même aussi deux grands types de données. C'est les données qui sont structurées, donc celles qu'on va aller exploiter assez rapidement finalement, et celles qui sont pas du tout structurées et pour lesquelles il y a des dispositifs qui se mettent en place. C'est le moteur de recherche Google qui permet avec des mots d'aller chercher dans des textes, etc. Sauf qu'aujourd'hui, il y a Consort par exemple, qui est une des fonctionnalités qui propose ce genre de solution, qui permet de lancer des études, qui avaient été développé notamment par les CLCC, les centres de lutte contre le cancer, dont Curie. Donc, moi, j'ai travaillé longtemps là-bas et j'avais participé aux premières études de ce système Consort. Ça se développe, mais ce n'est pas encore aujourd'hui le quotidien. Donc, c'est vrai qu'aller chercher des données dans les dossiers patients qui sont à but de pratique et de traitement, ce n'est pas encore facile. Et aujourd'hui, à part si c'est structuré, c'est quand même un peu difficile d'aller chercher et d'exploiter les données dans ces dossiers-là. Et puis après, il y a juste une chose qu'on n'a pas du tout abordée, mais qui, moi, est mon obsession quotidienne, c'est quand même la réglementation autour de l'utilisation de ces données de santé, y compris sur les PREMS et les PROMS, où c'est de plus en plus difficile. Effectivement, la réglementation s'est durcie il y a quelques années. Et moi, qui ai encadré énormément, par exemple, d'internes pour passer leurs tests de médecine, eh bien, aller recueillir des données rétrospectivement, évidemment, c'est beaucoup plus encadré maintenant. Aller rajouter en plus un questionnaire, par exemple, de satisfaction de qualité de vie chez un patient, et on passe par le CPP, le Centre de protection des personnes. Donc, c'est des parcours qui sont beaucoup plus longs, qui complexifient la recherche. Et donc ça, c'est vrai qu'on ne l'a pas abordé, mais toutes ces notions-là, quand même, elles sont hyper importantes. Ce point-là, moi, c'est un point que j'adore. Je l'adore parce que c'est à la fois vrai et faux. C'est vrai, il y a tout un tas d'éléments à faire, à appliquer pour arriver jusqu'au bout. C'est pas nouveau. Ça fait très longtemps que ça existe. Après, c'était souvent oublié. Bon, ça, c'est autre chose. Mais maintenant, on l'oublie moins. Donc, voilà, c'est là. Mais en fait, si on veut bien avancer, la seule question qu'il faut se poser au départ, c'est est-ce que je veux partager ou pas? Parce que si vous vous êtes dit, je veux partager mes données, finalement, vos données deviennent partageables. Et vous avez répondu à tout un tas de questions. La CNIL, puisqu'on pose souvent la question de la CNIL, en disant « Ah, la CNIL m'empêche de faire ». La CNIL, elle dit « Est-ce que vous avez informé la personne que vous allez utiliser ces données et la réutiliser ?» Vous collectez une première fois les données, vous ne le dites pas. Donc, je ne partage pas. Donc, vous voulez réutiliser une deuxième fois, on vous dit « Non, il faut réinformer. C'est un calvaire. » Vous dites au départ « Attention, je vous informe que la donnée qui est mobilisée là, risque d'être partagée. Vous avez une petite application dans la poche de suivi, etc. On vous informe que l'on peut partager votre donnée dans certaines conditions, etc. Finalement, la CNIL vous dit, vous avez déjà été informé. Et elle va passer de l'information individuelle à l'information collective. Beaucoup plus simple à faire. C'est comment après je mets en place une information collective pour toucher la population. Tout à l'heure, quand je vous disais il faut informer les personnes en leur disant voilà les résultats de vos études, etc. Pourquoi ? Parce qu'après, si on veut réutiliser les données, la personne, elle sait pourquoi on a utilisé ces données. Elle sait que ça a servi à quelque chose. Elle se dit, ah ben tiens, il y a un truc qui a été fait quelque part à un moment donné. Donc, est-ce que je suis d'accord ou pas de repartager mes données ? 99 fois sur 100, oui. Parce que je sais pourquoi on a mobilisé ma donnée. Et donc, oui, la réglementation peut bloquer des choses. Oui, la réglementation empêche certaines choses. Mais en fait, la réglementation permet d'aller plus loin. Tout le monde parle du RGPD, le règlement général de la protection des données, au niveau Europe, mais en fait, c'est un super truc, ce truc-là. Ça permet de créer des entrepôts de données. On l'oublie, celle-là, hein, mais ça, c'est un super truc. Entrepôt de données, c'est collecte de données de masse pour des finalités multiples. Une étude que l'on utilise, c'est données minimales pour répondre à une seule finalité.
On voit bien que c'est l'opposé d'une étude. C'est comment faire pour utiliser des données pour faire énormément d'études. Et donc, on voit bien que là, on a tout le potentiel de la donnée, de la réutilisation, etc. Mais oui, après, quand on ouvre la boîte de Pandore, bon, ben après, il faut avoir des trucs qui soient sécurisés, etc. Et il faut s'assurer d'avoir bien informé toutes les personnes. Et c'est là où on revient au point de départ et on se dit, ah ben mince, je n'ai pas bien informé la personne, donc c'est un calvaire pour réutiliser. Et voilà. Mais c'est juste arriver à trouver ce juste milieu-là et à bien le faire. Et puis, lever le sacro-saint principe de je ne veux pas partager, donc je dis que c'est RGPD pas compatible. Et donc, du coup, je ne partage pas. Voilà, ça c'est le truc. Moi j'adore quand quelqu'un vient de me dire je ne peux pas partager mes données parce qu'il y a un problème RGPD. Ce que je sais déjà d'emblée, c'est que la personne ne veut pas partager. C'est pas la peine de se casser la tête à essayer de trouver autre chose, c'est qu'elle ne veut pas. Donc après, on essaie de trouver d'autres solutions. Merci, vous avez ouvert une boîte de Pandore. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou commentaires. Merci beaucoup. C'est pas du tout une question, hein. C'est juste pour revenir sur tout ce que vous étiez en train de dire et notamment ce que Mathias disait sur la normativité. Moi, avant d'arriver chez Nouvéal, chez MN Santé aujourd'hui, j'ai toute une formation de juriste, hein, sur laquelle j'ai fait une thèse et c'est pour ça que je rigolais sur ce que vous disiez sur le droit de l'Union européenne et l'application, en tout cas la mise en opposition entre la protection des données personnelles des patients et au contraire ce partage, cette open data, etc. Donc forcément, tout ce que vous me dites, ça parle énormément. Et moi, juste ce que je voulais dire à propos de ça, c'est jamais simple, finalement, de trouver ce juste milieu entre, d'un côté, évidemment, il y a le RGPD, il y a les anciennes directives, etc., qui viennent protéger un maximum les données personnelles des patients, parce que la donnée personnelle en elle-même, c'est quelque chose qui coûte cher et c'est quelque chose qui appartient aux patients. Hein. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, on a des consentements à tout va sur absolument tout ce qu'on fait. Mais je crois, et c'était un petit peu la conclusion de mes recherches sur ça, je crois qu'in fine, si on explique réellement au patient ce que ça peut lui apporter personnellement, parce que le patient, il pense d'abord à lui, hein, on ne va pas se mentir, avant de penser au bien global, si on explique clairement ce que ça apporte aux patients de partager et ce que ça peut lui apporter sur l'avenir de manière globale. En effet, les patients sont beaucoup plus ouverts à l'idée de partager, mais toujours sous une réserve d'anonymisation de leurs données et une pseudonymisation derrière, bien évidemment, pour que le patient ne puisse pas être réidentifié en tant que lui-même et qu'on ne puisse pas remonter à lui sur ses données de santé. Mais voilà, en tout cas, de manière globale, si l'explication est claire et donnée au patient, à ce moment-là, il est plutôt ouvert finalement à partager ses données. Monsieur derrière, je vais lui donner mon micro. Oui, je suis content que cette question de la RGPD ait été abordée à la fin, parce que de toute façon la question serait tombée, et qu'on collecte énormément de données, quoi, et on a l'impression que plus on en a, mieux on fait son travail. En fait, une donnée, il faut prévoir qu'est-ce qu'on va en faire, comment on va la traiter. Et donc, on doit faire une déclaration à la CNIL du traitement de la donnée qu'on va collecter. Est-ce que cette collecte de données est justifiée par un besoin? Est-ce que ce besoin rejoint l'intérêt du patient? Et ça, cette question-là, si vous voulez, il faut se la poser avant de dire « je vais faire un questionnaire de 15 pages ». Moi, mes questionnaires ne font jamais plus d'1 page. Et sinon, c'est pas bon. Et parce que de toute façon, c'est facultatif. Ils peuvent faire, ils peuvent ne pas faire. Après, il y a l'anonymisation, je suis d'accord avec madame, c'est une garantie pour le patient. Mais un jour... si on nous demande d'avoir accès à nos données, eh ben je ferai une déclaration à la CNIL en disant, voilà, on a des données anonymisées, on veut les utiliser, les recroiser avec tel et tel organisme. Ce traitement est-il autorisé et concordant aux besoins du patient, enfin en rapport avec les besoins du patient. Et ce traitement des données, moi j'étais un peu surpris d'entendre. Je pense que j'ai beaucoup de choses à discuter avec monsieur, avec Philippe Jean, parce que c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, nous. On est des petits trucs, on ne peut pas se permettre de mettre nos patients sur des trajectoires de perte de données. Vous reprenez le fait des questions du partage de données, de pourquoi je collecte une information. C'est la première question, c'est pourquoi je vais collecter cette information. La deuxième question que vous soulignez, en fait, c'est quelle réutilisation je peux faire de ma donnée. Et moi, je donne toujours un exemple. On utilise fortement les données du SNDS. C'est fabuleux. J'ai toutes les personnes qui ont un cancer du poumon dans le SNDS. C'est parfait. J'ai cette information-là. Je ne suis pas capable de distinguer 3 sous-types de cancer du poumon.
adénocarcinome, épidermoïde et petites cellules. Vous vous moquez complètement de savoir quels sont ces 3 sous-types. Le truc, c'est de savoir qu'il y a 3 sous-types de cancer du poumon. Je ne le sais pas dans le SNDS, je ne peux pas le savoir. Ou alors, si je veux le trouver, je vais utiliser les traitements, etc., tout un tas d'informations, mais du coup, ben, j'utilise les informations qui me seront utiles pour mon étude. Donc, du coup, le problème, c'est que ça avance pas. Je prends une autre source d'information, je prends l'exemple des registres des cancers, et je leur demande une seule information, pas 25 000, hein, une seule. Le sous-type de cancer du poumon. Ils me répondent que ça. Bon, je prends les quelques variables qui me permettent de faire l'appariement, mais je m'arrête là, je garde juste l'information, le sous-type. Eh bien, en mettant ces 2 informations-là, je peux faire énormément d'études dans le SNDS parce que je sais qui c'est qui a un adénocarcinome, un épidermoïde ou une petite cellule. Et c'est là où on voit le potentiel du partage de données, le potentiel de la réutilisation de l'information et en fait le potentiel du RGPD. Parce que c'est ce que le RGPD nous permet en faisant des entrepôts de données. Des données de masse, c'est quoi? C'est je collecte des informations qui sont de multiples sources. Par contre, effectivement, comme c'est des données énormes sur une personne, eh bien, c'est dans un bunker. Alors, c'est vrai que c'est plus compliqué à faire, hein, mais peut-être qu'on pourrait se dire, est-ce qu'on ne peut pas se regrouper pour faire des bons bunkers et puis voilà, plus avoir de soucis, plutôt que de chacun vouloir faire le truc dans son coin. Ça aussi, c'est une question. Hein. Et comment on fait après pour pouvoir tracer les données, chaîner les données, etc. Alors après, j'aime pas trop le mot anonymisation parce qu'entrepôt de données, généralement, on n'arrive jamais à anonymiser. Hein. On pseudonymise. Mais on peut mettre des contrôles, on peut faire tout un tas de choses pour savoir ce que font les personnes, comment on le fait, etc. Et puis, n'oubliez pas un truc, hein, si vous voulez savoir quelle est la santé de quelqu'un, vous allez au repas du 3e âge et vous avez l'information sur toute la famille. Hein. Donc, c'est pas la peine d'aller chercher dans le SNDS ou ailleurs, vous avez plein d'autres endroits où on vous donne bien l'information, où vous posez la question à la personne et très souvent, elle vous répond directement en vous disant « Oh, vous savez, j'ai mal au dos. »« Ah, t'as mal au dos. Pourquoi est-ce que t'as mal au dos ?» Ben voilà. Donc, voilà. Faut aussi remettre les choses. Après, il faut quand même protéger les personnes. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et j'ai pas dit qu'il fallait tout faire à l'argue à Manu. Hein. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Après, je trouve que on a ces abords-là sur la donnée, elles sont complètement différentes sur les données des PREMS et des PROMS et sur d'autres données collectées. Par exemple, c'est vrai que le SNDS, c'est pas des PREMS, c'est des PROMS, c'est tout l'inverse. J'ai envie de dire, c'est presque l'opposé. Et donc la notion de la réutilisation et de la conception effectivement du questionnaire et de comment on va pouvoir réutiliser après ces données-là, c'est quand même l'expérience et le résultat à un temps donné pour un patient donné. On n'est pas sur une donnée objective, on est sur une donnée forcément subjective. Et donc la réutilisation des données subjectives pour généraliser sur d'autres choses, c'est toujours plus compliqué. Donc, je pense qu'on ne peut pas aborder la même façon la réglementation et la problématique de la donnée pour les PREMS et les PROMS et pour les autres données. Le voile aussi auprès des patients dans la communication qu'on peut en faire parfois, hein, c'est quand même important. Je pense que le patient, même si n'est pas toujours convaincu qu'il est, même s'il est propriétaire de ces données, ne va jamais les réclamer, ne pense pas. Après, j'ai l'impression que souvent, en discutant avec eux, ça leur échappe. Je parlais tout à l'heure, boîte noire, il n'y a pas que les algorithmes, hein, il y a aussi tout ce qu'on fait de ça derrière. Et puis, sur des publics assez âgés, j'ai vu qu'il y avait vraiment encore cet effet de confiance aux sachants qui propose des questionnaires pour que ce patient soit bien repéré, bien vu, copilote, etc. Sur des publics un peu plus jeunes, les questions arrivent beaucoup plus. En fait, pas que pour une histoire de flicage ou sur le temps de la maladie. Ils veulent qu'on les laisse tranquilles, ils ne veulent pas non plus. Il y a toute une affaire de communication et après, il n'y a pas qu'un patient, hein, il y a beaucoup de patients. Et puis, ça dépend un peu de tout ce qui est culturel aussi hein, par rapport aux patients, hein, de cette prise en charge, de pas que de l'émotionnel, etc., mais aussi de la fabrique culturelle d'un patient. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des questions ou des commentaires ? Ouais. Juste une petite remarque. En vous entendant, je me demandais si le principal problème des PROMS et des PREMS, c'était pas le R dans PROMS et PREMS, c'est-à-dire que ce soit reported, puisque en vous entendant, on a l'impression qu'au bout d'un moment, il reste plus que les meilleurs élèves qui ont encore la motivation pour remonter des PROMS et des PREMS, ou alors il faut des armées d'arcs pour pousser les uns et les autres à remonter les informations. Et donc je me demandais s'il ne faut pas un peu inverser le problème et se dire la place des patients, c'est dans
dans la définition des indicateurs qui leur importent, et peu importe qu'ils soient reported ou pas. Et après, on peut effectivement changer un peu les modalités de suivi et aller chercher les informations ailleurs dans le système de santé. Vous le disiez, dans les dossiers patients, dans les données de l'assurance maladie, dans les données des laboratoires d'analyse médicale, etc. Et se dire que finalement, c'est ça qui va faire le suivi, plutôt qu'absolument aller harceler le patient pour, à tout prix, qu'il remonte une information qu'on peut trouver peut-être ailleurs. Ouais, c'est intéressant. Il y a peut-être un mix à trouver en fait finalement sur déjà ce qui est important pour eux, on est d'accord, ce qu'on peut aller récupérer, ce que vous disiez automatiquement, et après peut-être ce qu'on doit demander aux patients, parce que je pense qu'il reste quand même, il y a quand même beaucoup de données plus quali, si je puis dire, enfin qu'on va pas trouver dans dans les systèmes structurés. C'est pas des données structurées, quoi. Je pense que c'est complètement des données différentes et complémentaires. En fait, les uns n'excluent jamais les autres et c'est à prendre en association ou en complémentarité, j'en sais rien, mais on n'envisage jamais, en tout cas, une recherche clinique de l'un sans l'autre. Pareil, en routine, on n'envisagerait pas de se dire « Ah, le patient a pas mal, c'est bon, on a atteint notre objectif alors qu'il est en train de récidiver. » Enfin, la perspective, elle est plutôt d'améliorer le soin sans avoir en tête d'améliorer le pronostic, en fait. Je crois que c'est deux choses différentes et que probablement, quand on pose la question du pourquoi des PREMS et des PROMS, elle est sûrement à cheval entre nos objectifs très médicaux et les objectifs justement de qualité de vie. Hein. C'est vrai qu'on ne s'est pas trop posé la question de savoir si la qualité de vie... la qualité de vie, les PREMS, c'est parfois à cheval, parfois inclus. C'est une question qui a été soulevée par la HAS dans son rapport de 2021, par exemple. La satisfaction et la qualité de vie sont très probablement des objectifs qu'on veut tous atteindre, évidemment, mais sans oublier les objectifs, effectivement, très médicaux et très objectifs, justement, de survie, de pronostic, de survie à 5 ans, de survie à 10 ans, et c'est des choses complémentaires. Et un dernier point que vous soulevez, c'est encore une fois, je me répète, mais c'est pas grave, c'est le fait de dire pourquoi est-ce qu'on pose une question. Si vous posez une question à bon escient, généralement vous avez une réponse. Si vous posez un questionnaire X, Y, Z parce qu'il faut le poser et puis c'est fini, vous avez des réponses plus ou moins bien remplies, plus ou moins bien faites, et puis voilà, quoi. Et c'est important. Quand on est dans un essai clinique, on peut poser plein de questions à la personne, parce que la personne, on lui a expliqué qu'elle rentrait dans une étude. Et donc, elle accepte de participer ou pas. Ça ne veut pas dire qu'elle va tout le faire, mais ça veut dire qu'elle s'est déjà mise dans une condition de le faire. Quand on est en soins courants, c'est autre chose. On n'est pas dans une étude. Les questionnaires de qualité de vie, il y en a énormément puisqu'on a posé la qualité de vie. Alors, je peux faire le SF36, short form 36 questions. Hein. Et short form, ça veut dire qu'on a réduit déjà à 36 questions parce qu'avant, il y en avait plus de 36. Donc, déjà, on commence à se dire, ça fait beaucoup. Mais c'est très générique. Alors après, on va vous dire, je suis un cancéro, je prends le ORTC, alors on en a un pour chaque pathologie. Et alors là, on s'aperçoit que si on l'a fait pour la prostate, ça ne marchera pas pour le sein, parce que ce n'est pas les mêmes questions, et donc du coup, on ne peut pas comparer, etc. Donc comment on fait? SF36, je peux comparer avec tout le monde, mais ce n'est pas spécifique du cancer. Donc comment je fais pour utiliser le truc, etc. etc. Donc il faut toujours se dire, pourquoi je pose une question à un moment donné? Qu'est-ce que je veux en tirer de cette question? Et il n'y a rien de plus... désobligeant, tout ce qu'on veut, on peut mettre, mais négatif, c'est quand on vous pose une question, vous répondez à un questionnaire, vous partez, et on n'a pas parlé du questionnaire. Et là, vous dites, mais pourquoi j'ai passé du temps en salle d'attente à répondre à ce truc-là, quoi? Ça ne me sert à rien. J'ai passé du temps pour rien du tout. Si on vous dit, ne serait-ce que 30 secondes, je vois que vous avez tout coché et que tout va bien, c'est bon, d'accord, on le met de côté, on n'en parle pas plus, on a juste dit quelque chose, mais la personne sait pourquoi elle a rempli. Et elle sait que, ça c'est subjectif, mais que si jamais elle a coché une case, ça ne va pas, peut-être que la prochaine fois, le professionnel va dire « Ouh, là je vois que vous m'avez dit que vous n'allez pas », et ça va ouvrir sur d'autres questions, ça va sur d'autres choses. Donc ça s'intègre très bien dans le soin. Là, je fais exprès de parler de PREMS dans le cadre du soin, parce qu'on a parlé beaucoup de cas de la recherche aussi. Mais voilà, et c'est toujours pourquoi je pose une question à un moment donné. Si on y répond à cette question, après on arrive à avoir plein d'informations. Mais c'est vrai que c'est difficile. Et qu'après on se lasse. Je pense qu'on va clôturer là. Un grand merci aux contributeurs. J'ai trouvé que c'était vraiment très, très riche. On peut les applaudir.